Nos amis interdits. N'ayant pas été, de par ma nationalité française, autorisé à enseigner l'allemand à Alger, mais ayant impérativement besoin de gagner de l'argent pour compléter la solde militaire que touche Rémy, j'ai fini, non sans mal, par me voir attribuer un poste en français au lycée At-Talibeya à Cuba. Ce lycée accueille, outre la population locale, quelques élèves particulièrement indisciplinés, mais intouchables, parce que papa est inscrit au parti. Ceux-là peuvent bien être impertinents autant qu'ils le veulent, ils se verront toujours attribuer le tableau d'honneur. C'est la grande époque où M. Ouari Boumedienne vient d'instituer les classes dites arabisées, et c'est dans ces conditions-là que je dois enseigner. Je suis censé considérer que le français est pour mes élèves une langue étrangère et l'enseigner comme telle. Bien sûr, cette injonction est impossible à mettre en pratique. Les élèves, qui viennent de tous les milieux sociaux, ont un niveau de français complètement hétérogène. Certains ne le parlent effectivement pas du tout chez eux et n'en connaissent pas le premier mot. D'autres ont un niveau moyen, disent bien ce qu'ils veulent dire, mais ne maîtrisent pas les niveaux de langage. On me dit par exemple sans sourciller que le renard est malin et que le corbeau est con. D'autres enfin, plus rares, il est vrai, parlent le français parfaitement et écrivent même avec une certaine patte. Déjà que ce n'est pas ma matière, la tâche n'est pas simple pour moi. Côté enseignant, nous sommes 42, si mes souvenirs sont exacts, qui, dans la salle des professeurs, nous rassemblons en deux groupes bien distincts, ceux qui échangent en arabe et ceux qui échangent en français. Les premiers sont les Algériens, les Irakiens, les Iraniens, mélange explosif. Il y a même un Jordanien, et j'en oublie forcément après tant d'années. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu de femmes dans ce groupe. Les seconds sont des Français, bien sûr, mais aussi une Américaine, un Allemand de l'Est qui enseigne les mathématiques, et curieusement, plusieurs dames algériennes, professeurs de français, qui se font mal voir de leurs collègues compatriotes, mais qui préfèrent de loin être avec nous. J'en oublie sans doute là aussi. Entre groupes, on se salue d'un signe de tête et on passe à autre chose. Enfin, c'est vrai lorsque groupe il y a. Individuellement, il en va tout autrement. Pour ma part, je m'entends particulièrement bien avec un vieux professeur algérien, vraiment très sympathique. Et je discute très volontiers aussi avec un Irakien que j'ai retrouvé par hasard à l'International House, où nous suivons l'un et l'autre des cours d'anglais. Si j'arrive plus tôt un matin, et que l'un ou l'autre de ces deux hommes se trouve déjà dans la salle des professeurs, ils me saluent très agréablement, et la conversation s'engage, chacun de nous à un bout de la pièce. Nous pouvons discuter, plaisanter, pas de problème. Dès que la porte s'ouvre et qu'un nouveau collègue du groupe arabisant arrive, mon interlocuteur s'arrête au milieu du mot qu'il prononce et ne me connaît plus. Après plusieurs expériences de ce genre, je me suis enhardi à en parler à l'Algérien. Il m'a regardé d'un air navré et a levé les bras en signe d'impuissance. Il m'a dit quelque chose du genre « Eh oui, c'est regrettable, on ne devrait pas se conduire comme ça. Mais que voulez-vous, on se fait mal voir. » Au fil des discussions, j'ai appris que M. F, l'Allemand de Berlin-Est, attend depuis un certain temps déjà une voiture commandée pour lui par son ambassade et qu'elle n'arrive pas. Chaque matin, il doit appeler un taxi pour se rendre au lycée et rentre chez lui par le même moyen. Ses frais lui sont remboursés
et, bien qu'il n'y soit pour rien, il se fait du souci pour les frais qu'il occasionne à sa communauté. Il se trouve qu'il habite la même cité que moi, et qu'à peu de choses près nos emplois du temps sont compatibles. Je lui offre donc une place dans ma voiture. Je le vois visiblement mal à l'aise. Il me remercie, mais il refuse. Je n'insiste pas, mais je suis un peu perplexe. Je lui dis seulement que ma proposition reste valable et qu'il peut à tout moment revenir sur sa décision. Peu de jours plus tard, il revient vers moi, assez gêné, s'excuse pour le refus et m'explique son problème. En tant que citoyen de la RDA, il n'a le droit de nouer des relations qu'avec des personnes de pays communistes. D'un côté, ma proposition l'intéresse beaucoup et ferait gagner pas mal d'argent à son ambassade. D'un autre côté, il n'a en principe pas le droit d'accepter mon offre. Il se torture l'esprit depuis que je la lui ai faite et il vient de prendre une décision. Il trouve trop bête de refuser. Alors, si je veux bien le prendre un peu plus loin de chez lui, afin de minimiser le risque que des compatriotes habitant la même cité ne l'aperçoivent, il accepte que je l'emmène au lycée. Marché conclu. Comme il attend une R4 et qu'il y a des délais de fabrication chez Renault, notre covoiturage dure plusieurs semaines et nous avons amplement le temps de faire connaissance. Lorsqu'il la reçoit enfin, sa voiture, il veut absolument me remercier. Sa femme et lui décident de nous inviter tous les deux à dîner un soir, Rémi et moi. Nous résistons un peu, car nous savons qu'ils n'en ont pas le droit et ne voulons pas qu'ils se retrouvent en difficulté à cause de nous. Mais ils insistent jusqu'à ce que nous cédions. Nous arrivons donc un soir chez eux, très discrètement, lui en éclaireur dans les couloirs de leur immeuble, nous avançant quand il nous fait signe pour nous engouffrer finalement chez eux comme des voleurs. Ils sont accueillants et sympathiques, nous ont préparé un bon dîner, nous découvrons que leur fille de 12 ans s'appelle Monique et qu'ils l'écrivent à la française, et la soirée se déroulerait agréablement si tout le monde ne se crispait pas et ne s'interrompait pas à chaque craquement venu du couloir, de peur qu'on ne frappe à leur porte. Ils ont d'abord été coopérants au Mali et le sont maintenant à Alger. Si leur gouvernement leur a fait confiance pour les renvoyer à l'étranger, c'est bien qu'ils sont considérés comme fiables et nous nous étonnons des risques qu'ils prennent avec nous. Ils nous expliquent leurs règles de vie. Ils doivent toujours pouvoir expliquer là où ils sont, ce qu'ils font et avec qui ils sont. Ils sont regroupés dans les mêmes immeubles et des gens de l'ambassade viennent chaque jour frapper chez plusieurs d'entre eux pour prendre des nouvelles et s'enquérir de qui se trouve où. Ils n'ont pas le droit de posséder une machine à laver individuelle, mais doivent en utiliser une commune, installée dans le sous-sol de l'immeuble, et ils sont tenus de s'en servir conformément au plan horaire affiché qu'ils sont obligés de cocher chaque semaine pour attester de leur passage. Côté tourisme, ils peuvent voyager à l'intérieur de l'Algérie, mais s'ils s'éloignent d'Alger de plus de 100 km, ils doivent partir obligatoirement à 2 familles. Nous sommes un peu abasourdis de constater ce qu'implique de vivre sous le régime communiste de la RDA, nous autres Français moyennement disciplinés. Nous leur laissons entendre que nous trouverions cela très contraignant. Ils conviennent des restrictions que cela représente, mais disent que leur pays a du bon et du moins bon, que les régimes capitalistes ont aussi leurs défauts, et lui nous dit que si l'on met tout dans la balance, ils trouvent le bilan de leur régime à eux meilleur que celui des autres. C'est sûrement le raisonnement qu'il est censé défendre, et nous nous en tenons là sur ce chapitre. Par contre, nous ne nous en tenons pas là du tout dans nos relations dans les semaines et les mois qui suivent.
Madame F. souhaite apprendre le français, dont elle ne balbutie que quelques phrases. Je lui propose de la faire travailler gratuitement. Il est entendu qu'à l'issue de chaque séance, nous aurons également un temps de conversation en allemand, afin que j'entretienne un peu mes connaissances. Marché conclu, de nouveau, et même prudence dans ses déplacements. Elle ne se rend chez moi que lorsque son mari est chez eux, de façon à ce qu'ils viennent la chercher dardard si une voiture de leur ambassade entre dans la cité. Plusieurs fois, il y a des courses-retours, mais jamais ils ne se font pincer fort heureusement. Ils viennent une ou deux fois dîner chez nous. Nous ne retournons pas chez eux car c'est vraiment trop stressant, mais avant notre départ d'Alger, en dépit de nos protestations là encore, ils nous offrent un dîner de roi dans un excellent restaurant de la pêcherie. Madame F., Rosemary, tombe un jour en arrêt chez nous sur le catalogue de la Redoute qui lui apparaît être la caverne d'Ali Baba. Je lui propose de l'emporter pour le feuilleter tranquillement. Chez elle, sa jeune Monique, totalement fascinée par l'abondance des vêtements offerts à la vente, s'enferme avec le catalogue dans sa chambre et ne veut plus ouvrir la porte pour le restituer à ses parents. Le père s'affole, s'impose et vient me le rendre prématurément, disant que cela pose trop de problèmes et que ça ne sert à rien que sa fille découvre toutes ces choses qu'elle ne pourra de toute façon jamais s'acheter. Nous sommes vraiment devenus amis avec les F, lorsque nous nous séparons en juillet 1973, nous qui partons les premiers pour rentrer en France, puis eux, dans la foulée, qui rejoignent la RDA. Nos essais pour rester en contact, tant que le mur de Berlin existe, tournent court très vite. Les lettres sont lues et les conversations écoutées. Il nous est impossible d'évoquer des souvenirs communs sans les compromettre. Nous ne pouvons même pas justifier du fait que nous nous connaissons assez pour désirer nous écrire. Échanger des nouvelles sur la météo nous motive aussi moyennement. Alors c'est le silence. Chacun vit sa vie. L'Allemagne est maintenant réunifiée, et c'est en 1991 seulement, 18 ans après notre dernière rencontre, que je me décide à appeler le numéro de téléphone qu'ils m'ont donné à Alger. Rosemary est au bout du fil. Le couple a connu des heures sombres et le divorce est depuis longtemps prononcé. Je vais la voir à Berlin et notre amitié reprend son cours. Elle ne s'est jamais démentie depuis. Nous nous rencontrons, de temps à autre, chez nous ou exceptionnellement à Berlin. Je ne l'ai jamais revu, lui, mais en 2019, Rémi et moi retrouvons pour la première fois et avec une réelle émotion Monique, proche maintenant de ses 60 ans, dans la ville de Erfurt où elle tient une galerie d'art. Elle nous fait alors visiter la ville et nous échangeons quelques souvenirs, mais elle a oublié l'épisode du catalogue de la Redoute, dont le récit la met en joie.